juste savoir que Cyril Hanouna a un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Alors je me suis dit, il ne faut pas louper ça. J'ai 34 ans, monsieur Macron. Vraiment, moi je suis vraiment inquiète de la façon dont le pays s'évolue aujourd'hui. Ce que je veux vous dire. Voilà, on vous demande une seule chose, c'est un signe d'apaisement, et là vraiment on ne le voit pas. Mais ma question c'est, qu'est-ce qu'on fait du coup? On a un système de retraite. Votre génération aujourd'hui, si on ne fait pas cette réforme, elle n'aura pas de retraite. Si on venait les enfants, tenez bon. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Vous allez bien? Nos invités ce soir, Martin Lévrier, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur RDPI, Renaissance des Yvelines. Voilà. Avec nous également Arthur Delaporte, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député PS du Calvados et Jad Zahabre, bonsoir. Bonsoir. Jad, essayiste et auteur de Retrouver la République aux éditions du Cherche Midi. On est également en Skype avec Olivier Servat. Bonsoir, vous êtes député du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être avec nous aussi en direct ce soir. On vient de voir cette séquences, enfin ces séquences qui ont été tournées donc aujourd'hui, un président de la République qui a été très chahuté. Ces images, qu'est-ce qu'elles disent pour vous ? Elles disent qu'en dehors du bunker, il n'y a pas beaucoup de lumière non plus pour le président de la République. Que finalement, voilà, la réalité du terrain, celle dont il a été coupé manifestement depuis 3 mois, elle est terrible. Nous, cette colère, on la ressent comme député tous les jours. J'étais sur le week-end sur un marché et j'ai pu avoir l'occasion de rencontrer des citoyens qui m'ont tous fait part de leur sidération sur cette déconnexion du chef de l'État qui continue d'avancer comme si de rien n'était, alors que finalement, même ceux qui pourraient... Vous l'avez trouvé encore déconnecté aujourd'hui ? Je trouve qu'il est encore... Une fois, on a l'impression que ça lui glisse dessus. Enfin voilà, il ne voit pas le problème, alors qu'il n'y a qu'une demande, c'est retirer cette réforme pour apaiser le pays. Il continue de faire semblant d'avancer, alors qu'il est totalement enlisé dans la glaise. Martin Lévrier, c'est vrai que les 100 jours d'apaisement commencent mal. Écoutez, vous avez passé des images mises bout à bout, vous l'avez dit vous-même. Moi, j'ai lu la presse et j'ai regardé un peu ce que disait la presse. Il parle d'une centaine de personnes. Donc, entre une centaine de personnes et une émeute, il y a une grande différence. Moi, j'apprécie. Des Français, ça fait plusieurs je ne vous ai jamais coupé la parole. Non, on va pas commencer. On va essayer de rester urbain tout le temps du débat. Moi, je note une chose, c'est qu'on a un président qui a fait preuve de beaucoup de courage depuis le début. Je ne reprends pas le premier quinquennat, mais on peut parler quand même de la crise du Covid, avec tout le courage qu'il a eu et toutes les mesures hyper sociales qu'il a faites, suivi derrière de cet agenda sur les retraites, qui est une réforme que je qualifie de courageuse et qui n'est pas une réforme dite électorale. C'est-à-dire que c'est pas avec une réforme comme celle-là qu'on se fait réélire. Par principe, parce qu'elle est par principe difficile, elle demande du courage, et donc elle demande aussi un courage politique qui est de dire « je mets devant vous les difficultés, j'arrête de dire qu'on va financer... » En même temps, il ne peut pas être élu, donc la question ne se pose pas. Non, mais enfin, il entraîne derrière tout un pays dans une volonté politique de dire « aujourd'hui, on arrête les blagues, entre guillemets, depuis 40 ans, on vit à crédit, et on vit à crédit sur des promesses politiques qu'on fait depuis 40 ans et qu'on paye par le crédit, par le crédit, par l'emprunt. Et donc, on sort de cette logique-là, on sauve notre système de répartition, par répartition, et on avance. Et le deuxième courage, le courage supplémentaire, c'est effectivement de sortir au contact des gens qui sont avec lui ou contre lui. Je reprends un exemple, excusez-moi, je vous vois, vous êtes socialiste, mais vous n'étiez pas né, je pense, mais je me souviens très bien, moi, de... méprisant, c'est non, c'est pas du tout, c'est vrai, je pense que c'est vrai, parce que vous êtes jeune, ça, je suis désolé, c'est une chance. Macron est à peine je pense à François Mitterrand qui se faisait huer dans les années 85. Il y a même un sketch très drôle que vous retrouverez d'un imitateur célèbre de l'époque et vous vous souvenez pourquoi ça ne l'a pas empêché d'être élu, ça ne l'a pas empêché du tout d'être élu en 88. Donc je crois qu'il y a le moment important du courage politique, et ce courage politique, c'est de faire des réformes essentielles et ensuite d'aller au contact du peuple pour bien lui montrer que la discussion continue. Jad Zahabre, c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous dites ça n'a pas empêché Mitterrand de se faire réélire. Il s'est fait huer dans la rue, il s'est fait réélire quand même. Bon là, il ne peut pas se représenter. Il n'y aura pas de réélection pour lui. Voilà. Alors attendez. Simplement pour montrer que ce n'est pas le sujet. Alors, ça n'est pas la question, et c'est un peu ce que vous dites, finalement, tout cela ne pourrait être qu'une mauvaise passe pour le président de la République. Est-ce que, selon vous, c'est le cas ? Est-ce que c'est votre analyse ? Non, ce qui est certain, c'est qu'on l'a vu déjà avec les Gilets jaunes. Il y a un malaise démocratique dans notre pays, et le président de la République d'aujourd'hui, ou d'il y a 5 ans, paye aussi pour les 40-50 dernières années d'une abstention qui est devenue structurelle dans notre pays, des assemblées nationales qui se suivent et qui sont toutes élues, en tout cas pour les dernières, avec plus de 50% d'abstention, une contestation qui existe dans le pays, des institutions dont on se sent éloigné. Et donc moi je pense que il y a 2 choses dans cette histoire. Il y a des inquiétudes, des incompréhensions sur la réforme qui a été portée parce qu'elle a été très mal
expliqué, il y a eu des faiblesses, et donc le gouvernement aurait dû faire un mea culpa en disant on s'est trompé sur les 1 200 €, sur les carrières longues, sur les femmes, etc. Et puis ensuite, donc là-dessus, il y a des inquiétudes. Moi, je pense en effet que les Françaises et les Français savent qu'il faut travailler plus. En revanche, on ne peut pas tous travailler plus de la même manière, parce qu'il y a des métiers pénibles, les artisans, les ouvriers, les éboueurs, et donc il aurait fallu des mesures sans doute beaucoup plus importantes sur la pénibilité, notamment pour faire baisser l'âge de départ. Mais le tournant dans cette crise, c'est l'emploi du 49 alinéa 3, où on passe d'une crise sociale, d'inquiétudes sociétales qui sont légitimes. Moi, je pense que l'idée de dire on n'a pas assez bien expliqué quand le gouvernement disait ça, non, les gens ont très bien compris. Il y a des désaccords, il faut y répondre. Mais une fois que le 49 alinéa 3 a été utilisé, on est passé dans une contestation beaucoup plus globale de cette démocratie dont on se sent éloigné. Et donc, en effet, il faut sortir de cette crise sur le fond, sur l'aspect social, mais il faut aussi traiter ce que moi j'appelle la crise des consentements aux faits démocratiques. Ça passe par une rénovation des pratiques, les pétitions citoyennes, la dissolution citoyenne de l'Assemblée nationale, un certain nombre d'idées que je propose dans mon dernier livre. Mais donc il faut traiter ce sujet-là, parce que sinon, au moment des Gilets jaunes, on a mis des milliards, on a résolu une crise symptomatique, mais on n'a pas traité les causes profondes. Et donc moi je dis, hélas, nous pourrons nous retrouver dans 2, 3, 4, 5, 10 ans. Il faut faire les deux, et Emmanuel Macron a une opportunité, c'est qu'il n'a pas besoin d'être élu. Donc, peut-être que c'est le moment de faire ce que les politiques depuis 50 ans n'ont pas fait, affronter la réalité institutionnelle dans le pays. Il a les moyens de le faire en appelant à la responsabilité tous les parlementaires qui, au-delà de leur parti, placent le pays avant. Arthur Delaporte. Oui, non, mais j'entendais mon collègue sénateur essayer de faire le service après-vente d'une réforme qui suscite de l'opposition et de l'hostilité de la plupart des Françaises et des Français. Vous évoquiez François Mitterrand. Oui. François Mitterrand, et vous avez travaillé dans l'enseignement privé. Donc vous savez ce qui s'est passé sous contrat dans les années 1980. Vous avez eu ce qu'on a appelé la guerre scolaire. Vous avez eu d'un côté une réforme qui a été votée. Non, mais je vous le dis juste pour prendre exemple sur François Mitterrand. Une réforme qui a été votée sur l'enseignement privé sous contrat notamment, qui a été finalement l'objet de discussions très vives dans le pays, qui ont divisé, qui ont meurtri le pays. Et qu'a fait François Mitterrand? Il a été contre son Premier ministre et il a dit, écoutez, je ne suis pas en mesure d'apaiser le pays. Cette réforme, elle est votée, mais je la retire parce qu'il faut apaiser leur corps social. Donc, vous pouvez citer François Mitterrand, mais je vous rappelle aussi ce qu'il a fait pour apaiser le pays, et ce sur quoi le président de la République, prenant acte de son impossibilité d'avoir un apaisement, parce que cette réforme, elle cristallise les tensions, elle devrait tout simplement la retirer et passer à autre chose. Mais vous avez raison de rappeler ça, mais ce sont deux réformes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Mais des réformes absolument, qui divisent. Absolument rien à voir. Non, la réforme des retraites pouvait ne pas diviser. Le problème de la réforme des retraites, c'est qu'elle est excessivement complexe à expliquer, et que partant de ce principe, j'ai travaillé énormément il y a quelques années sur la réforme précédente qui a été votée d'ailleurs à l'Assemblée nationale par le 49.3. Mais on a beaucoup entendu, que cette réforme avait été mal expliquée. En tout cas, ça a été une partie du discours de la majorité. Mais là, la question aujourd'hui, une fois qu'elle a été mal expliquée et une fois qu'elle est rejetée par les Français... Non, elle n'est pas rejetée par les Français. Par une majorité des Français. Elle n'est pas rejetée. Elle est rejetée par 70% des Français. Elle n'est pas voulue par 70% des Français. C'est un sondage. On reprend le sens même de la démocratie, parce que vous en parliez tout à l'heure. Il y a un sens réel à la démocratie parlementaire. C'est que les électeurs, les citoyens, confient leur vote à des gens qui vont les représenter, qui vont être rémunérés, entre guillemets, pour faire le travail que eux n'ont pas le temps de faire. Et la réforme des retraites, c'est l'exemple type. Sauf qu'elle n'a pas été votée à l'Assemblée nationale. Attendez, là aussi, il y a une deuxième explication à faire sur le 49.3. On a inversé le 49.3. Mais pardon, en fait, je vous coupe parce que ce débat, on l'a déjà eu. La question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, mais la question, c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait pour apaiser la France? Qu'est-ce qu'on fait pour apaiser? Je pense que ce que fait le président Macron est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que cette réforme est votée, elle sera appliquée. Et maintenant, il y a tout ce qui va entourer cette réforme, tout ce qui va nous faire avancer aussi, en particulier les lois autour du travail, qui ont une importance colossale sur la pénibilité, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi sur une nouvelle organisation du travail, sur une approche peut-être des métiers hyper pénibles. Moi, j'ai un avis très tranché sur ce sujet-là, qui est par exemple de dire, il y a eu un débat sur les éboueurs, par exemple, où on disait c'est un scandale de faire travailler 2 ans de plus les éboueurs parce que leur espérance de vie est de 61 ans. Mais le scandale, c'est l'espérance de vie de 61 ans.
Ça veut dire que ces métiers, il faut les arrêter beaucoup plus tôt, sinon c'est une forme de cynisme. Et si on les arrête beaucoup plus tôt, je finis juste là-dessus, on doit se donner les moyens de les arrêter beaucoup plus tôt pour que les personnes concernées puissent se reconvertir dans des conditions positives, intéressantes, et beaucoup plus tôt pour avoir une espérance de vie beaucoup plus longue. Ça, c'est un vrai sujet. Et celui-là, il dépasse de très loin la retraite, vous voyez. Et c'est là où on va retrouver, je crois, la confiance des Français qui vont comprendre qu'autour du sujet des retraites, qui est un sujet, je dirais, malheureusement hyper technique, il y a toute une relation au travail qu'on a déjà reconstruite en 2017 et qu'il faut continuer à construire. Moi, il y a quelque chose qui me pose problème. C'est que vous considérez que les Français n'ont pas compris, que la réforme, elle est trop complexe, que finalement, c'est au rôle des parlementaires de concentrer la prise de décision, alors que finalement, moi, quand je croise les gens, ils ont très bien compris le sens de la réforme. Ils savent exactement ce que c'est que de repousser l'âge légal de départ de 62 à 64 ans sans prendre en compte les critères de pénibilité que vous défendez brillamment à l'instant. Mais oui, aujourd'hui, mais dans la réforme, il n'y a aucune reconnaissance de la pénibilité au travail. Il n'y a pas de revalorisation, il n'y a pas d'intégration des critères de pénibilité. Et ça, ils l'ont bien senti, ils le savent. S'il vous plaît. Vous voulez refaire le débat sur la réforme des retraites ? Je dis juste que ce mépris qui est affiché par une certaine élite, et le président de la République en particulier, de dire c'est parce qu'on a mal expliqué, c'est bien le symptôme de la crise démocratique plus large et profonde qui traverse aujourd'hui le pays. Et quand il n'arrive pas à parler avec les gens, parce qu'on le voit bien, il n'arrive pas à parler avec eux, à avoir une discussion. Sur les images, vous avez montré que il y a le sentiment d'avoir été méprisé. Et ce mépris, ce sentiment de mépris, il est diffusé partout. Et franchement, des gens que je considérais comme modérés, aujourd'hui, qui me disent, mais jamais j'ai voté Emmanuel Macron contre Marine Le Pen, jamais je ne revoterai pour lui, alors que c'est des gens qui n'étaient pas forcément totalement hostiles à ce qu'il portait comme projet politique. On en reparlera dans 6 mois pour les votes décidés comme cela, vous savez, il faut savoir être très prudent sur le vote des gens. On va retrouver Olivier Serva, on va retrouver Olivier Serva qui est député du groupe Lyotte. Vous êtes en direct de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. On parlait à l'instant d'un ressenti, en tout cas c'est ce que vous disiez Arthur Delaporte, que certains se sentent méprisés par le président de la République. Est-ce que vous ressentez ça aussi en Guadeloupe ? Oui, bien sûr. L'obstination et la provocation, ça n'a jamais été du courage. Et aujourd'hui, nous, groupe Lyotte, nous avons décidé de pouvoir agir et de faire vivre la démocratie parlementaire. De quoi s'agit-il ? Il s'agira tout d'abord, lorsque nous aurons notre niche parlementaire en juin, de pouvoir, comme l'a fait d'ailleurs, il a proposé le groupe socialiste, c'est une bonne idée, de pouvoir présenter une PPL d'abrogation, soit de l'âge de retraite à 64 ans, soit de toute la loi de retraite, parce qu'il s'agira de continuer à faire vivre cette fameuse démocratie dont parle le président et ses soutiens. Ensuite, nous avons aussi dit que nous soutiendrons le référendum d'initiative partagée qui a un sens démocratique au plus haut point puisqu'il donnera la parole cette fois-ci à 4,8 millions d'électeurs, 10%, pour qu'ils puissent dire non à cette retraite. Et puis, j'aimerais rappeler à tous et toutes celles qui pensent et qui disent, qui affirment qu'il n'y a pas d'autre voie, s'il y avait une autre voie. Je rappelle que cette année, en 2022, on a distribué 150 milliards de dividendes dans les entreprises. Il suffirait de prendre 10% de ces sommes pour pouvoir équilibrer le système de retraite. Donc, en fait, on veut bien un système de répartition, meilleure répartition de la richesse. Olivier Serva, j'ai une question concernant, vous l'évoquiez au début de votre réponse, votre groupe Lyotte qui va donc déposer un projet de loi pour abroger la réforme des retraites. Les socialistes l'ont fait aussi également et vous l'avez rappelé. Vous pensez vraiment que vous pouvez aller au bout, que ça peut conduire à une abrogation de la loi ? A priori, au Sénat, ça ne passera pas, donc ça resterait quelque chose de tout à fait symbolique seulement. Vous savez, le parti du président a obtenu l'assentiment des Républicains lorsqu'il a négocié beaucoup sur les contrats seniors, les DEX seniors. On a constaté que le Conseil constitutionnel a retoqué ces deux mesures. Donc aujourd'hui, les Républicains sont un petit peu donc les Républicains embêtés, qui n'ont pas voté, ils n'ont rien obtenu de sérieux dans ce projet de retraite. Et au final, ce qu'ils avaient obtenu a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Donc les cartes sont rebattues. Déjà, à l'Assemblée nationale, il y aura une expression forte en juin
le 8 ou le 9 juin. Ce sera un signal fort présenté au président de la République, puisqu'on parle de démocratie représentative, elle va s'exprimer à ce moment-là. Et je suis convaincu que les Républicains qui avaient hésité aujourd'hui n'hésiteront plus, dans la mesure où il n'y a plus aucun lien qui les retienne par rapport à cette réforme. Donc en fait, les Républicains qui n'avaient pas osé aller jusqu'à voter la motion de censure pour faire tomber le gouvernement, là, cette fois-ci, selon vous, pourraient voter votre projet de loi, c'est ça? C'est votre calcul? Je ne peux pas parler pour eux, mais je constate avec eux que certains qui avaient voté pour ce projet s'étaient raccrochés à ce qu'ils avaient obtenu difficilement, c'est-à-dire un index senior hypothétique et un contrat senior. Eh bien, ces deux éléments sont tombés aujourd'hui. Ils auront bien du mal à justifier à leurs électeurs et à leurs mandants pourquoi ils soutiennent encore cette réforme qui est rejetée par tout le monde en réalité. Et donc, la démocratie, c'est aussi le peuple, c'est le pouvoir du peuple d'ailleurs, en sens littéral. Et que ce soit au niveau syndical, que ce soit au niveau populaire, que ce soit au niveau assemblée, c'est non, alors ce sera non. Merci beaucoup, Olivier Servat, d'avoir réagi en direct depuis Pointe-à-Pitre. Une réaction ? Écoutez, M. Servat faisait référence à la proposition de loi que le groupe Lyot va défendre dans sa niche sur, finalement, l'abrogation de la principale mesure qui est la mesure d'âge contenue dans la réforme des retraites. C'est ce qui clive, finalement, le pays. Et c'est une démarche d'apaisement. C'est ce que les socialistes ont proposé dès la décision du Conseil constitutionnel. Notre président Boris Vallaud a dit « Nous avons une proposition de loi prête à l'emploi ». Et donc que le groupe Lyot aujourd'hui se saisisse de ce sujet, c'est un chemin vers l'apaisement à l'Assemblée nationale, parce que oui, en effet, des députés LR qui l'apaisement à l'Assemblée nationale, je suis pas sûr que ça soit un chemin. Je peux vous dire que c'est un chemin parce que c'est le moment où le Parlement va pouvoir dire au gouvernement que sur un projet de loi comme ça, de toute façon, on peut pas avoir de 49.3. Donc on va avoir le débat jusqu'au bout grâce à cette niche parlementaire, parce qu'on va pouvoir dire voilà, on est contre cette alors, mesure. Vous sentez quand même qu'il y a à la fois non mais c'est assez je trouve frappant, à la fois dans le pays, même si c'est une minorité de personnes, et vous le disiez tout à l'heure, qui prennent à partie le président de la République, même si Lyot n'est pas forcément évidemment le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Mais il y a une volonté de ne pas tourner la page de manière très marquée pour beaucoup de monde. Selon moi, je peux me tromper, il y a une volonté minoritaire qui a fait de l'instrument de cette réforme le point de cristallisation de toutes les inquiétudes et toutes les peurs des Français qui sont importantes aujourd'hui. Et ça, c'est une certitude. Et ça, il n'est pas question de le nier. Il n'est pas question de nier. Je parle de l'inflation. Je parle de la difficulté à aller vivre quand on a moins de 2 millions. Minoritaire? La volonté de partis politiques minoritaires qui cristallisent ce sujet-là, la réforme des retraites, avec une partie de manifestants très importants qui ne sont pas concernés par la réforme des retraites, ce qui est quand même assez intéressant. Le nombre de gens, parce que vous dites que vous allez rencontrer les gens dans la rue, moi je le fais aussi très régulièrement, de façon différente, mais je le fais aussi. Vous dites qu'ils ne sont pas concernés, pardon, je vous coupe, mais la plupart des personnes... mais ne sont mal informés, je me suis mal exprimé, ils sont mal informés. Ah oui, c'est pas pareil. Pardon. Et qui croient encore qu'ils vont être concernés par 64 ans, alors qu'en fait, parce qu'ils ont une carrière longue, c'est 62 ans, voire moins, et qu'ils ne le savent pas. En fait, c'est pas qui ont été embarqués en disant si, écoutez, excusez-moi, c'est marginal. Ça. Non, c'est pas non, c'est 4 Français sur 10 à peu près sont concernés mais bien sûr que si. Mais, en fait, c'est vrai qu'on entend toujours la même chose, c'est-à-dire que ceux qui sont contre, c'est qu'ils n'ont toujours pas compris. Non, mais il y en a qui sont concernés, à qui on demande un effort. Il ne faut pas dire le contraire. Et qui ne sont pas d'accord. Et on peut le comprendre. Voilà. Il y a 6 Français sur 10 qui partiront en retraite qui sont concernés par un effort. Bien. Je ne veux pas dire mieux, 6 sur 10. Ces 6 Français sur 10, on dit qu'on demande un effort, on le dit clairement et on explique pourquoi. Mais il y a un effort. C'est faux. 4 sur 10. Écoutez, vous avez le droit de penser que c'est faux, j'ai le droit de le dire, et moi je vous confirme que c'est vrai. Et 4 sur 10 bénéficieront d'avantages qui permettront d'avoir moins d'efforts, voire d'être gagnants. Une fois que j'ai dit ça, cette difficulté, elle reste et elle cristallise les inquiétudes d'inflation, les inquiétudes de démocratie, entre guillemets, de sentiment de ne pas être entendu, de perte de pouvoir d'achat très fort. Et il est clair que des gens qui gagnent moins de 2 000 € par mois aujourd'hui ont de plus en plus de difficultés à vivre. Donc cet ensemble de choses fait un ressentiment très fort qui se cristallise sur le président de la République et qui se cristallise en particulier sur cette réforme. Donc voilà, supprimer la réforme aujourd'hui ne résoudra pas les autres problèmes. Et supprimer la réforme, c'est supprimer le système par répartition. Ce que disait, excusez-moi, j'insiste, juste un petit point, je ne veux pas refaire le débat, mais ce que disait notre collègue, c'est dire on va prendre sur les 150 milliards de je ne sais plus d'ailleurs ce qu'il disait exactement là-dessus, mais ça n'est pas le système par répartition. Dans ces cas-là, il faut dire aux Français, nous ne voulons plus du système par répartition et nous proposons autre chose.
Pourquoi pas? C'est un autre débat. Mais quand on reste dans le système par répartition, cette proposition ne peut pas exister. Et là, on est dans le mensonge depuis le début de tous ceux qui ont fait des propositions, qui sortent systématiquement du système par répartition, mais ne le disent pas aux Français. Jadzab, on a quand même l'impression depuis le début, en fait, que le dialogue n'arrive toujours pas à se faire. C'est très complexe. Le dialogue ne se fait toujours pas. Le dialogue ne se fait pas, il se fait pas dans la société et il se fait pas non plus à l'Assemblée nationale. Enfin, il faut le dire. Il s'est fait au Sénat, si vous me permettez. Plus qu'à l'Assemblée, mais les images du débat à l'Assemblée nationale, moi, m'ont fait particulièrement honte, et je pense au pays tout entier. Parce que moi, je crois que ce qui est symptomatique de l'époque, c'est qu'il y a à l'Assemblée nationale ce que j'appelle une cristallisation minoritaire. Personne n'a la majorité. Ni la NUPES, ni le RN, ni Renaissance et ses alliés. Et donc... Elisabeth Borne avait raison au moins au début quand elle disait « nous devons travailler ensemble ». Je ne vois pas nos élus aujourd'hui travailler ensemble. Alors effectivement, il y a des désaccords irréconciliables qui justifient qu'on ne travaille pas. Mais la situation du pays est telle qu'aujourd'hui, il faut avancer. Et le niveau des débats, moi je le dis parce que j'ai des élus là en plateau et le débat se fait de manière apaisée et c'est tant mieux. Mais les images du débat à l'Assemblée nationale ont été indignes. Et elles légitiment, voire elles encouragent les violences dans la société. Quand vous avez des députés à l'extrême droite qui empêche la première ministre de parler en tapant sur le pupitre, à l'extrême gauche des gens qui déposent des milliers d'amendements. Mais en fait, le problème, c'est ce que vous dites, c'est que tout le monde se renvoie de la violence. Donc, certains vont dire il y a de la violence dans la rue, mais c'est normal. Le 49.3, c'est une forme de violence. Là encore, on est dans un dialogue de sourds. Au Sénat, ça ne s'est pas passé comme ça. Si ça vous gêne pas, il y a des lieux, il y a des débat. Moi, j'ai des collègues sénateurs socialistes qui ont été particulièrement choqués par la manière dont des articles de la Constitution étaient activés pour limiter les temps de parole au Sénat. Donc il faut aussi il faut aussi arrêter de dire qu'au Sénat tout va bien et qu'à l'Assemblée tout va mal. J'invite franchement les concitoyens qui nous regardent à se brancher parfois sur le site de l'Assemblée nationale pour regarder la vidéo en continu. Parce qu'on ne retient toujours que la petite phrase, l'épiphénomène, qui représente 1% du débat. Mais moi j'ai constaté sur la réforme des retraites, comme sur énormément d'autres sujets, des débats de fond. Parce que entre vous et moi, il y a quoi? Il y a, pas un dialogue de sourds, un désaccord idéologique profond. Un désaccord idéologique profond. Idéologique. Profond. Pourquoi? Parce que vous dites qu'on va faire payer une réforme sur le dos uniquement du report de l'âge légal. Et vous refusez de poser la question du niveau des cotisations. Vous refusez de poser, et vous l'avez dit à l'instant, la question de qui paye. Parce que quand vous dites on est sur un système par répartition, voilà, et c'est là où on a un désaccord profond, c'est que c'est un système par répartition libérale, où seulement le salarié paye sur sa vie, alors que sur les précédentes réformes, et je prendrai l'exemple de la loi Touraine, on avait une répartition entre d'un côté... Je voulais pas qu'on fasse le débat, mais les cotisations payées par les employeurs, par les salariés, mais aussi la mise à contribution de ceux qui ont les moyens. Et c'est ça que vous avez refusé. C'est ça que vous avez refusé, et c'est ça qui nous oppose. Je me permets de revenir. Quand vous dites à l'Assemblée nationale, il se passe des choses où on donne une mauvaise image. Il y a une semaine, j'étais rapporteur d'une loi que j'ai proposée sur les influenceurs qui a été votée à l'unanimité. Et j'ai travaillé avec un député de la majorité. Sur certains sujets, on peut se mettre d'accord. On est capable si le gouvernement ne met pas de 49.3. Et ce qui aujourd'hui malmène la démocratie, c'est pas si ça se passe mal à l'Assemblée ou bien c'est un président de la République. Non, je sais bien, qui sur des sujets majeurs, verrouille le débat, l'empêche d'exister et finalement se retrouve dans une situation comme celle d'aujourd'hui à être isolé face au peuple. Non, mais sur leur propre retraite. Enfin, je pense que là-dessus, sur leur propre réforme, on peut avoir un débat sur le 49.3. Moi, j'entends qu'il y a des désaccords idéologiques. Ça, c'est une réalité. Mais moi, du point de vue extérieur de quelqu'un qui travaille sur les institutions depuis un certain nombre d'années, vous n'avez pas de majorité à l'Assemblée. Vous non plus, et personne n'en a. Une fois qu'on a des désaccords idéologiques, qu'est-ce qu'on fait ? Et la réalité de la question, elle est là aujourd'hui. C'est que le pays est à l'image de l'Assemblée nationale. D'une certaine manière, on n'a jamais eu une assemblée aussi représentative du peuple. Parce qu'il est divers, il est multiple, et d'une certaine manière, tant mieux. Mais une fois qu'on a des désaccords, moi je reproche à la fois à la majorité de faire comme si elle avait une majorité absolue, et en même temps aux oppositions qui, c'est vrai, sont légitimes et n'ont jamais été aussi présentes, mais n'ont pas non plus de majorité. Quelle est la sortie institutionnelle que vous proposez? Mais ça, c'est une adresse qu'on peut faire à tous les élus, que vous proposez aux citoyens. Il y a deux solutions. Soit vous dites, bon, il y a un désaccord, on demande au président de nous dissoudre et on verra s'il y a une autre majorité. En l'état actuel des choses, je ne suis pas certain que ni la NUPES ni la majorité reviendraient renforcer. Et là, ça renforce
renforcerait le Rassemblement national. Hélas, de mon point de vue. La question, c'est, vous avez des désaccords et ils sont audibles. Et en effet, lors de la prochaine campagne présidentielle, on pourra avoir projet contre projet. Face à ce blocage, personne n'a de majorité. Comment on sort de cette situation? Je suis 1000 fois d'accord avec vous. C'est vraiment une question. J'ai pas. Alors, oui, mais sauf que, et moi, par exemple, je pense. Vous avez la réponse? Non. Moi, je vous dis qu'au Sénat, il faut retirer la réforme. Non, mais je vous dis qu'au Sénat, sur ce sujet, sans rentrer dans le débat de la réforme des retraites, mais sur cette réforme des retraites au Sénat, il y a eu une logique de coalition entre la droite, le centre et nous, qui a permis un travail en profondeur. Alors, il n'y a pas que les petites avancées qu'ils auraient fait, entre guillemets, qui ont été retoquées par le Conseil constitutionnel. Il y a eu énormément d'autres choses. Et c'était une logique de coalition qui a fonctionné au Sénat. L'âge, en particulier, ça a commencé au Sénat. On n'est pas sur une bataille qui est meilleure, le Sénat ou l'Assemblée. Non, c'est pas du tout ça. Et cette logique de coalition, malheureusement, ne s'est pas reproduite à l'Assemblée nationale. Mais elle aurait pu se reproduire. Et là, il y avait une logique de coalition, de bon sens, entre guillemets, de bloc, il n'y a pas les mêmes partis. Il n'y a pas les mêmes partis. Non, je parle des Républicains, mais les Républicains suffisaient. Et ça n'a pas marché. C'est un constat. Il nous reste vraiment très peu de temps. Mais c'est possible. Je voudrais qu'on écoute sur les solutions. Non, je voudrais qu'on écoute, une seconde. On a beaucoup parlé de ça. Je voudrais qu'on écoute le président de la République tout à l'heure. Entre deux casseroles. Voilà, entre deux casseroles. Et qui parle de casseroles. C'est vrai. Ce qui est incroyable, c'est qu'on a des gens qui sont en train de décréter pour le pays ce que serait la réalité de la France. La réalité de tout le pays, c'est pas simplement ceux qui font du bruit avec des casseroles ou qui râlent. Et ça doit pas nous empêcher d'avancer, c'est ce que je disais, on a des tas de défis. C'est pas les casseroles qui feront avancer la France. On peut relancer massivement l'industrie de casseroles aussi, qui ne produit pas assez. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va permettre à nos compatriotes de mieux vivre. Quand vous entendez le président faire un peu d'humour sur ce sujet, vous vous dites pas quand même il remet une pièce dans le jukebox? Non, là honnêtement, c'est pas bien méchant. Là, franchement, il a des bruits de casseroles, il sait pas avec les casseroles qu'on fait avancer le pays, c'est pas. Là, je trouve que franchement, ça serait chercher une polémique. Là où il y en a pas. Ah oui, honnêtement, franchement, là, je trouve qu'on exagère et que le vrai sujet, c'est effectivement comment on fait avancer la France. Et ça, c'est le vrai sujet. Et je rejoins ce que vous disiez. En fait, là où il y a d'une exagération, c'est pas sur la question des casseroles, c'est sur en fait ce président qui se moque de la mobilisation sociale, parce que c'est ça en fait finalement. Mais bien sûr que si. Vous avez dit tout à l'heure, il faut expliquer. Mais le président, il passe son temps à dire ça. Il passe son temps à essayer de relativiser l'opposition en disant c'est pas un bruit de casserole qui va m'empêcher d'avancer. Eh bien, c'est fort dommage. Parce que le bruit de casserole, il est massif. Moi, l'autre soir, il y avait des manifestations partout en France lundi soir avec des casseroles. Et c'est vrai que c'est soutenu. Avec des casseroles qui n'ont même pas écouté d'ailleurs le discours du président. Mais qui préférait me donner des coups de casserole plutôt d'écouter. Donc déjà, je l'ai écouté et j'ai vu des bruits de casserole qui continuaient. Mais ce qui se passe, c'est que le président de la République, ça, c'est une casserole, cette réforme des retraites. Et qu'il ferait mieux d'écouter le peuple et de la retirer, parce que sinon, il est bloqué. On l'a vu aujourd'hui. Et donc, sur les solutions, parce que si vous me laissez avancer sur les solutions, il y a la dissolution possible. C'est une possibilité. S'il veut, c'est la France. Il considère que la France n'est pas prête. Il peut dissoudre l'Assemblée nationale. C'est une solution. Il peut aussi, tout simplement, décider de retourner au peuple sur ce sujet cristallisant et de faire un référendum. C'est ce qu'on lui demande depuis le départ, de dire consultez, au moins, faites preuve d'une procédure qui est démocratique de consultation citoyenne. Parce que on ne peut pas rester dans cette situation. Il ne peut pas rester dans cette situation. Il peut raconter ce qu'il veut sur les 100 jours. Il n'y arrivera pas. Il est enferré. Et donc, aujourd'hui, oui, il doit proposer des alternatives démocratiques. Parce que ce n'est pas en proclamant, comme vous l'avez fait, la légitimité des représentants du peuple, et j'en suis un, et je considère que je suis légitime, mais que je n'ai pas pu bien faire mon travail parce que j'ai été cadenassé par le gouvernement, par les institutions, que l'on s'en sortira. Il faut trouver des moyens de retourner vers le peuple, soit par le vote, soit par le vote. Vous abaissez la démocratie, parce que je pourrais vous répondre, et j'avais pas envie de le faire, que vos kilomètres d'amendements sont une façon d'abaisser la démocratie parlementaire. Et vous avez joué avec ça sans arrêt. Donc, dire j'ai été cadenassé par le gouvernement, moi je vais vous renvoyer, vous avez cadenassé par le nombre d'amendements. Et si on sortait un peu de ce débat et si on disait comment on fait aujourd'hui pour faire des mesures qui font avancer le pays. Voilà. Et c'est pas en s'envoyant des bon sens technocratique. En fait. Non. Mais bien sûr, c'est un bon sens que je vis au Sénat tout le temps. Excusez-moi. Non. Le consensus au Sénat, malheureusement, heureusement. Écoutez, les socialistes au Sénat, ils sont pas d'accord en fait. Vous faites une alliance avec les socialistes au Sénat, ils sont devenus NUPES, bien malheureusement. Dans le mauvais sens du terme. Non, mais je leur ai dit, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème avec ça, je leur dis tous les jours. Et c'est très triste leur comportement. Eux aussi ont fait des kilomètres de sous-amendements pour que ça fasse moins de bruit que les amendements, mais c'était pas brillant non plus. Vous voyez le Sénat aussi. Mais oui, nous sommes allés au bout. Franchement, moi, là, surtout sur la fin, c'est moins constructif, mais de manière générale, le débat à l'Assemblée nationale, moi je le dis, je suis un amoureux du parlementarisme, mais l'image de l'Assemblée nationale est catastrophique et le seul vainqueur, c'est le Rassemblement national et l'abstention. Moi, j'entends tout à fait que dans une démocratie comme la nôtre, non mais
c'est vrai. Ils n'ont rien fait. On est d'accord. Le RN gagne des points quand il se tait. Mais il a été magistralement servi par une opposition au NUPES et un gouvernement qui sont, comme je le disais, dans une cristallisation minoritaire où personne ne se bat. Non, mais c'est pas une idée, c'est la mienne. Et je la relais volontiers parce que c'est la mienne. Là où il y a une forme de gravité dans le débat, c'est qu'il y a une démocratie représentative. Le Parlement est représentatif. La rue, le peuple, premièrement, on pourrait faire un débat étymologique. Le peuple n'existe pas, c'est une construction. Chacun fait dire au peuple ce qu'il veut. Il y a une opinion publique. Moi, je pense que l'opinion publique, c'est la rue, c'est une mesure de l'opinion publique. Vous avez raison, on peut retourner au peuple. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous êtes un élu, vous êtes aussi garant des institutions, vous êtes tous des élus ici. Aujourd'hui, ce projet de loi est devenu loi. Il a force de droit. Oui. Donc, soit... en effet, il y a des recours qui ont été déposés. Le président parle d'un chemin démocratique qui a été jusqu'au bout. C'est vrai, factuellement c'est vrai, parce que le texte a été adopté. Je pose sincèrement la question de comment on va réussir à dépasser ces sujets-là. Moi, je pense que les gens sont inquiets. Moi, je suis pas de ceux, et parfois la majorité s'est trompée parce qu'on n'a pas assez bien répondu à leurs inquiétudes. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont inquiets. Il faut répondre, il faut remettre les syndicats autour de la table, et il faut surtout que à l'Assemblée nationale, tant mieux qu'on soit plus dans le bipartisme qui a, moi, je dis souvent embolisé l'Assemblée nationale depuis 50 ans. Aujourd'hui, on est dans une démocratie véritablement parlementaire, et contrairement à ce que beaucoup disent, le président de la République n'a plus le pouvoir. Ça se passe aujourd'hui au Parlement. C'est l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, il va falloir que nos élus qui n'ont pas la majorité construisent l'intérêt public, non pas pour eux-mêmes, mais pour le pays. La tâche est difficile. Effectivement. Plus que 100 jours, je pense. En effet. Pour aller Il faut commencer par 100 jours. Merci. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat ce soir. On va vous retrouver, Cassandre Mallet,